Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir, la seule émission, vous le savez, qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors merci à tous et à toutes bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger, même nous envoyer vos messages, c'est toujours sympa. Alors avec pour ce numéro, à mes côtés aujourd'hui, Bruno Dujardin, directeur général de Dôme, et Guillaume Staub, président et cofondateur de Prevencare. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi vraiment de vous accueillir, c'est une première pour ce sujet qui nous touche tous, qui nous touche toutes. On va avoir peut-être plus de femmes que d'hommes, on le saura peut-être ensemble. Quelle solution pour les aides aux aidants? Alors avant de commencer, quelques chiffres BVA, c'est 2023, donc c'est tout chaud. 15 millions de Français sont des aidants, un Français sur 5, 70% sont des actifs et 1 sur 2 ignore son statut d'aidant. On va voir pourquoi. 60% de ces aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie de leurs proches. Et alors le chiffre qui tue, si j'ose dire, si je puis me permettre, un aidant sur 3 meurt avant son aîné, souvent. Guillaume, depuis 6 ans, je crois, vous avez pris le problème à bras-le-corps. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à tous ces chiffres que j'ai donnés ? Alors depuis 6 ans, en effet, Prevencare s'occupe des salariés. Donc on s'adresse aux entreprises de toute taille, de tous les secteurs, pour leur permettre d'accompagner leurs collaborateurs qui font face à la fragilité d'un proche. Donc la fragilité, je rappelle, c'est pas uniquement la perte d'autonomie qui peut être liée à l'âge, mais c'est également le handicap et la maladie. Donc on peut être aussi parent concerné par des enfants, avoir des frères, des sœurs, un conjoint fragile. Ça, c'est la première chose. Pour revenir à votre question, est-ce que depuis 6 ans, il y a des choses qui ont changé ? Oui, c'est-à-dire que le fait de parler des aidants chaque année, avec cette fameuse journée nationale des aidants qui a lieu chaque année le 6 octobre, permet de mettre la lumière sur la problématique des aidants et de faire comprendre aux uns et aux autres que c'est un véritable enjeu social, sociétal et économique. Vous avez rappelé les chiffres, 15 millions d'aidants. Nous étions sur 11 millions d'aidants, donc on constate en effet depuis 6 ans que ça augmente, qu'il y a de plus en plus d'aidants, ou du moins que les aidants se déclarent peut-être de plus en plus. Ce n'est pas encore suffisant, vous l'avez évoqué, un aidant sur 2 ne se considère pas comme aidant. Néanmoins, 15 millions d'aidants, c'est beaucoup. 70% d'ailleurs des aidants dans l'entreprise ne se déclarent pas. Et on estime à peu près à 20% d'aidants dans l'entreprise, 25% en 2030. Donc, les choses avancent, oui, lentement, mais néanmoins, ça bouge et ce sujet infuse de plus en plus. On va voir pourquoi, justement, comment ça bouge, etc. Parce que j'ai tendance à dire, et pardon pour le parallèle que je vais faire, mais quand ont été créés les Restos du Cœur, c'est pas pour ça que la pauvreté s'est arrêtée, puisqu'on pensait que ça durerait 2 ans et ça fait maintenant plus de 30 ans. Donc c'est pas parce qu'on fait une journée pour les aidants, Bruno, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas parce qu'on fait une journée que ça va changer les choses. Non, c'est sûr que ça ne va pas changer les choses. Pour autant, je rejoins tout à fait ce que disait Guillaume. On voit évidemment qu'il y a une vraie prise en compte donc, de cette problématique qui est de toute façon un axe de la politique publique de l'autonomie, donc portée notamment par les conseils départementaux. Et c'est vraiment très fort aujourd'hui dans les axes d'action des conseils départementaux. Donc un certain nombre d'actions qui sont menées en direction des aidants. Et ça va aussi faire partie des missions qui vont être portées par les structures d'aide et de soins à domicile, donc qui vont être transformées en services autonomie. Et on voit que ça sont donc des missions qui vont vraiment être complètement intégrées et financées. On va peut-être aussi parler de financement. Et donc oui, je pense qu'il y a une vraie prise en compte du besoin urgent donc, de s'adresser aux aidants. Maintenant, l'enjeu est de taille et effectivement, il va falloir qu'on multiplie nos actions pour être en capacité d'y répondre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour voir quel type d'action, justement. Ça fait quelques années que je fais ces émissions, que je travaille sur le salon des services à la personne, etc. Et je trouve qu'on prend beaucoup la problématique, justement, d'aider les personnes qui ont besoin d'être aidées, mais que les aidants, on les aide pas beaucoup.
depuis toutes ces années, je trouve. Alors, on n'aidait pas trop les aidants parce que, d'abord, vous l'avez rappelé, peu de personnes se considèrent comme aidants. Qu'est-ce qu'un aidant aujourd'hui ? Oui, peut-être que c'est pas mal de le rappeler. C'est quand même important de dire que c'est quand même une personne qui s'occupe de manière temporaire ou permanente d'un proche touché par la fragilité, de manière non professionnelle. Donc, il est vrai que nous allons tous être, tôt ou tard, aidants à un moment de notre vie. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça qu'il faut rappeler. Ça nous C'est-à-dire touche que tous. ça va nous toucher tous de près ou de loin. Alors, c'est pas un objectif en soi, c'est pas une partie de plaisir d'être un aidant. Si on peut s'en passer, tant mieux, évidemment. Mais il y a un moment donné où, pour la plupart d'entre nous, on peut encore avoir quand même juste nos parents. Et on va tous vieillir, vous, moi, mes parents. Et donc, il y a un moment où, probablement, ils vont avoir besoin d'être aidés de manière temporelle, un peu plus longuement. Et donc, il va falloir qu'on intervienne sans forcément remplacer les aidants professionnels. Un aidant familial, c'est quelqu'un qui va aider de manière régulière. Alors, ça peut être les papiers, c'est peut-être 2-3 courses de temps en temps, mais le fait de travailler, de s'occuper d'un proche fragile, de s'occuper aussi pour certains d'entre eux d'enfants, ou même d'être dans une situation de double aidance. Donc j'ai des parents âgés et en même temps je peux avoir un conjoint malade ou un enfant handicapé. Eh bien, naturellement, vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné parce que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas sur la longueur faire face à tout. C'est impossible. Vous allez vous user, c'est stressant, c'est anxiogène et les démarches sont chronophages. Et donc comme vous avez besoin quand même, vous l'avez rappelé, d'avoir des moments de respiration. Oui. Pour être un bon aidant, il faut aussi déjà penser un petit peu à soi et ne pas uniquement s'oublier. Mais ça, je pense que le sujet va... On va en parler, Vous c'est allez en logique, parler. parce qu'effectivement, c'est un job à plein temps. Hein. Et donc, il y a des formations peut-être, mais on peut pas, comme vous disiez, on ne peut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'un aidant ne doit pas devenir un professionnel. On est d'accord, Bruno ? Oui, Vous qui travaillez aussi avec toutes ces organisations professionnelles, il est, comme vous disiez, il est hors de question qu'un aidant remplace un auxiliaire de vie, etc. Non. Par contre, on peut le former quand même. On peut le former, on peut l'accompagner. Après, vous posez la question, déjà, c'est comment identifier des aidants pour pouvoir répondre. Effectivement, là aussi, il y a des actions que l'on peut voir au sein notamment des conseils départementaux pour apporter. Mais je pense qu'il y a vraiment un rôle important et je pense que les acteurs de terrain, vous en parliez, notamment ceux que je connais bien, les structures d'aide et de soins à domicile, ont vraiment un rôle important et c'est très bien qu'il y ait aujourd'hui, dans le cadre de la dotation qualité, un vrai financement sur le temps à passer pour justement accompagner les aidants, parce que ça va vraiment leur permettre justement d'apporter ce soutien dont ils ont besoin et de voir en quoi il est nécessaire évidemment de travailler ensemble pour répondre aux besoins de la personne accompagnée, mais surtout que les uns ne remplacent pas les autres et à la fois qu'une intervenant à domicile reste à sa place de professionnel, mais n'intervient pas dans le rôle d'accompagnement presque familial, ce que l'on peut voir quand une personne est complètement isolée. Oui. Et heureusement qu'ils sont là, on l'a vu pendant la période Covid. Oui. Et je pense qu'il faut encore une nouvelle fois vraiment remercier et valoriser tout ce travail qui a été fait. Mais pour autant, il est important qu'un aidant ne remplace pas non plus un intervenant à domicile. Vous venez de le dire, Guillaume, parce que de toute façon, ça va tenir un tout petit temps, mais très rapidement, ces personnes-là vont complètement être dépassées par le besoin. Et donc, on va voir aussi, je pense, les solutions là, qu'on a pu essayer là, de mettre en place pour justement remplir cet objectif. On va essayer d'être concret. Ces structures, jusque-là, quand même, elles travaillent beaucoup pour les aider. Est-ce qu'elle commence à travailler pour les aidants ? Parce que si je commence à faire la liste des besoins des aidants, il faudrait 3-4 émissions. Là, c'est du délire. Ça va du soutien psychologique, la relève, les services à domicile, la formation, le soutien du réseau, j'en passe. Évidemment, il y en a énormément. Comment on fait ? Comment elles font, ces structures ? Elles ont donc deux clients. En fait, c'est pas nouveau, puisque la relation, dans le cadre du travail professionnel, se fait obligatoirement en lien
quand il y en a avec l'entourage proche. Et donc, alors, la solution Dôme, justement, que l'on propose auprès des structures, est justement fait pour aider à cette relation. Dôme, c'est un outil en fait de coordination qui fait le lien entre tous les acteurs qui interviennent au domicile de la personne accompagnée. Et donc, ça va vraiment permettre justement de renforcer ce lien en faisant en sorte qu'il n'y ait pas besoin qu'un aidant appelle à chaque fin de journée pour savoir si l'intervention s'est bien faite, s'il y a des choses particulières, d'attendre désespérément une réponse d'une structure qui n'est pas toujours en capacité, évidemment, d'être aussi réactif que peut l'être quelqu'un qui est derrière son écran. C'est une sorte de vade-mecum quotidien, c'est ça, ça veut dire qu'on a un cahier de vie qui permet justement de s'envoyer des messages. Je vous préciserai tout à l'heure quelques cas d'usage précis, et surtout d'être directement notifié depuis son smartphone à chaque fois qu'il y a eu une action dans le cahier de vie. À chaque fois qu'une intervention est terminée, automatiquement l'aidant va recevoir donc un message comme quoi l'intervention donc de Nathalie est terminée à 15h comme prévu. Il n'y a pas besoin le soir, en rentrant de son travail, d'appeler sa maman, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle va pouvoir retrouver toutes ces informations directement dans le cahier de vie, et quelque part, s'il n'y a pas eu de notification, donc ce n'est pas la peine donc d'insister sur l'intervention en elle-même. D'accord. Mais ça, on est d'accord, c'est quand l'aidant est déjà au courant, quand il est déjà entré dans le système, si j'ose dire. Mais comment est-ce qu'il est au courant ? Comment est-ce qu'il fait pour savoir que tout ça existe ? Parce que je suis sûr, Guillaume, que vous avez rencontré, vous, des cas où des gens ne savent même pas que tout ça existe. Vous avez parfaitement raison. Avant de créer, je reviens un tout petit peu en arrière, avant de créer Prevencare, j'avais créé justement une structure d'aide et de maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes à la sortie de mes études. Donc, pendant une dizaine d'années, pendant 15 ans même, j'ai été confronté justement à l'interrogation de l'ensemble de mes clients qui venaient d'abord dans nos agences pour mettre en place une auxiliaire de vie, donc un dispositif humain pour aider leurs proches à réaliser les gestes de la vie quotidienne, mais qui très souvent nous disaient, au fond, pendant que je vous ai sous la main, j'ai entendu dire que mon père ou ma mère pouvait bénéficier d'une aide financière, vers qui je me tourne, comment ça marche, où est-ce que je vais chercher le dossier, c'est quoi cette histoire d'allocation, et puis vous pouvez me trouver un kiné à domicile, et puis la téléassistance et le portage de repas. Puis moi j'habite à 200 km, et puis je travaille. Donc, qui peut m'aider ? Donc, naturellement, comme disait Bruno, on orientait, on conseillait, on orientait vers les acteurs médico-sociaux des territoires. Et puis, évidemment, quand vous êtes intégré dans un territoire, vous connaissez parfaitement bien l'écosystème et les professionnels, quel que soit le statut juridique d'ailleurs, qui peuvent intervenir. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a fait un constat qui est le suivant. Des dispositifs informationnels, il y en a un paquet, ça c'est indéniable. La seule chose, c'est que tout fonctionne en silo, personne ne communique avec personne. Et c'est exactement votre question, c'est comment avoir la bonne information et savoir que tel dispositif existe. J'ai encore fait une émission de radio avant-hier, et il y a eu un monsieur de 56 ans qui a appelé, on échangeait avec les aidants, et qui disait, en fait, moi j'ai complètement arrêté de travailler pour m'occuper de ma mère. Et en fait, qui disait, mais en fait, c'est compliqué, je ne savais même pas, alors moi je suis dans le métier, j'étais un petit peu étonné et surpris, mais les dispositifs d'auxiliaire de vie, les dispositifs qui existent, ne serait-ce qu'un petit peu standard, ils ne les avaient même pas à l'esprit. Et donc, c'est ce que disait tout à fait Bruno, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas prendre le rôle d'un aidant professionnel, c'est-à-dire s'occuper de la toilette de sa maman ou de son père, ce n'est pas notre rôle en tant qu'enfant. Ça, il y a des professionnels pour ça. Nous, notre rôle en tant qu'enfant et d'aidant, c'est de passer des bons moments, c'est d'échanger, de discuter, peut-être en effet de faire quelques courses, mais si on commence à intervenir beaucoup trop loin dans l'accompagnement, vous ne pourrez pas tenir sur la longueur. Et donc, l'information, elle est extrêmement importante. Essentiel pour expliquer un écosystème qui est complexe, qui d'un département ou d'une région à un autre ne fonctionne pas forcément de la même manière, des acronymes dans tous les sens, ça, et donc personnalisé par département. Et personnalisé par département. Et donc, en amont, il faut un dispositif organisationnel. C'est ce qu'on fait, nous, chez Prevencare. C'est exactement ce qu'on fait avec les salariés aidants. C'est que les entreprises s'abonnent à Prevencare pour mettre en place un dispositif à destination de leurs collaborateurs qui est pris en charge par l'entreprise. C'est donc gratuit pour le salarié. Et nous, on a un dispositif organisationnel et concret. Donc, on va aller chercher pour le compte de l'aidant tous les dispositifs dans une démarche pédagogique, empathique, pour le guider, l'accompagner, le prendre par la main.
sorte de guichet unique, mais on prend vraiment par la main du début jusqu'à la fin pour le soulager complètement du début jusqu'à la fin et lui faire gagner du temps. L'objectif, c'est de faire gagner du temps à l'aidant. Et donc, je reboucle avec ce que disait Bruno et votre question, c'est qu'après, une fois que le dispositif est mis en place, le rôle des structures de maintien à domicile, entre autres, il n'y a pas que celles-ci, mais des professionnels de terrain qui vont intervenir, par exemple, au domicile d'une personne fragile, est extrêmement important. C'est-à-dire que eux ont aussi un devoir d'accompagnement, de suivi, de soutien. Alors évidemment, intervenir pour l'aider, mais pour l'aidant. Et donc, évidemment, le dispositif de Bruno rentre complètement en ligne de compte sur cette transmission d'informations quotidienne pour aussi se soulager un petit peu la charge mentale. Parce que quand vous êtes aidant, vous avez une charge mentale qui est lourde. Comment la faire baisser un peu ? Comment avoir la formation régulièrement, avoir une vraie vision, une vraie visibilité sur l'ensemble des dispositifs et de ce qui existe. Je comprends. Donc les professionnels de santé sont formés maintenant, depuis un moment, vous disiez, à comprendre les problématiques des aidants. Oui, ça fait Ils les prennent en priorité, par priorité. Ça fait partie des actions de formation qui sont menées sur le secteur du médico-social. Déjà sur le terrain, ce sont des personnes qui se rencontrent. Alors, quand ils ont la chance d'habiter quand un aidant assez proche du domicile d'un parent dans ce cas de figure. Malheureusement, ça arrive souvent que les aidants soient éloignés et donc là encore une fois, un outil numérique adapté remplit vraiment cette mission, d'apporter du lien, de la proximité, y compris quand on est éloigné géographiquement. Mais effectivement, ça fait partie intégrante des missions et donc de l'accompagnement que font les structures pour former leurs acteurs de terrain à la relation avec l'entourage familial et justement à savoir quelles sont les limites qui sont nécessaires pour une bonne collaboration. Finalement, il y a plein d'acteurs, c'est les entreprises, les professionnels de santé, les aidants, tout ce monde-là. On est tous un maillon de la chaîne pour pouvoir accompagner et soulager les aidants du mieux possible, leur faire gagner du temps, les soulager. Moi, je suis convaincu depuis le début que l'entreprise a son rôle à jouer. Ouais. Vous l'avez rappelé, vous avez rappelé les chiffres, 15 millions d'aidants, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'études sérieuses estiment aujourd'hui à peu près à 20% d'aidants dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Seulement, ils ne se déclarent pas. Ouais, c'est ça. Pour deux raisons. Un, je considère que ma vie personnelle, ma vie intime n'a pas à interférer avec ma vie professionnelle. Donc il y a une question de pudeur. Deux, si je commence à dire que je suis un aidant, il y a une question de stigmatisation. Dans mon entreprise, est-ce que le poste que je vise, est-ce que le projet sur lequel j'aimerais travailler, on va me le confier ? Ah ben non, de toute façon, il est occupé par son père, par sa mère, par son enfant, il n'est pas vraiment disponible, donc on va plutôt penser à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, même si les entreprises commencent à changer leur regard sur ce sujet, et c'est tant mieux et c'est très bien, il y en a peut-être encore un certain nombre qui ont une méconnaissance du sujet de l'accompagnement des aidants, et je pense que ça va leur revenir un petit peu rapidement à la figure, malheureusement, parce qu'il y a une question de fidélisation, d'attractivité, d'équilibre homme-femme. Vous l'avez rappelé au début, c'est majoritairement des femmes aujourd'hui. Alors, ça a tendance à s'équilibrer, mais on est à peu près à 52% d'aidants qui sont des aidantes. D'accord. Oui, c'est pas plus que ça finalement. On n'est pas loin de la parité. Mais on n'est pas loin de la parité, mais c'est encore majoritairement, on va dire, des femmes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un vieillissement de la population. Oui, alors ça, j'allais y venir. Et vieillissement de la population et vieillissement chez soi. Enfin, mieux vivre plus longtemps chez soi. Tout à fait. Donc, fatalement, on va être encore plus nombreux à s'occuper de nos vieux. Et je dis ça avec toute la gentillesse possible. Bien sûr. De toute façon, toutes les actions dont on parle, aussi bien au domicile. C'est dans un objectif d'avoir effectivement les personnes le plus longtemps possible au domicile, mais dans de meilleures conditions que ça l'est aujourd'hui. Donc on parle de plus en plus de structures de coordination, de domicile renforcé, d'EHPAD à domicile. Donc on est vraiment bien dans cet objectif, avec un objectif aussi financier au-delà de l'objectif humain qu'il ne faut pas cacher. Ça coûte cher, mais c'est de toute façon humainement. Je pense que je n'ai pas les statistiques en tête, mais il y a de toute façon une volonté, je crois, à 90% des personnes en situation de dépendance d'être le plus longtemps possible à domicile. Par contre, il faut vraiment s'assurer qu'on est sur une qualité d'accompagnement qui permette dignement à ces personnes de rester à leur domicile. Et c'est là où effectivement nos solutions sont là vraiment
pour contribuer à remplir cet objectif. Hein, vous parliez de vieillissement de la population, ce qui c'est pas nouveau. Sur l'appétence sur des outils numériques, parce que c'est vraiment cette importance-là d'avoir ces capacités à les utiliser au quotidien. Mais je pense que le temps joue là pour le coup plutôt favorablement, puisqu'on va avoir de plus en plus de bénéficiaires eux-mêmes qui ont une capacité, même si elle est partielle, à utiliser des outils numériques. Plus on vieillit, plus forcément on aura tous notre iPhone. Et on le voit, donc on touche aujourd'hui modestement, nous, 10 000 utilisateurs réguliers avec notre solution numérique Dôme. Alors on est très loin, mais ça a déjà doublé effectivement en un an. Et si on a une majorité d'aidants qui sont les utilisateurs, on a aussi des bénéficiaires eux-mêmes qui, grâce à Dôme, ont des rappels de rendez-vous, n'appellent plus la structure pour savoir si c'est cet après-midi ou demain matin que son intervenant, parce qu'elle sait que directement, en appuyant sur une touche de sa tablette, elle va savoir que son planning, effectivement, et Marie interviendra demain donc à 10h. Et on n'appelle pas les dents 10 fois, 15 fois sur son lieu de travail pour avoir cette information. Ça pose forcément, alors là, 1 milliard de questions, on n'aura pas le temps de tout faire, mais qui paye? Parce que tout ça coûte très cher. Est-ce qu'on va avoir 300 applications différentes sur nos smartphones, Dôme, Prevencare, machin, Mon Espace Santé? Comment ça se fait que Mon Espace Santé ne gère pas tout ça d'ailleurs? C'est toutes ces questions que je vous pose à tous les deux. Alors, qui paye Qui paye? Vous avez 3 heures pour répondre, parce que celle-là, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, merci beaucoup. Je compléterai. Bruno complétera si je dis des bêtises ou si je suis complètement à côté de la plaque. Alors, qui paye? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un dispositif comme Prevencare, qui est un dispositif que l'on propose aux entreprises, c'est l'entreprise qui finance 100% du dispositif Prevencare, donc qui met à disposition du collaborateur ce dispositif de care management organisationnel et très concret. Donc, c'est gratuit pour le salarié. Parce qu'ils ont bien compris que c'est un enjeu social, sociétal et économique. La QVT, la RSE, tous ces mots qui font... C'est pas du gadget, en fait. Non, c'est pas du gadget, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question des aidants familiaux en entreprise impacte les champs de la santé, de la QVT, du RSE, de l'égalité homme-femme. C'est exactement ça. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, on commence à intéresser des groupes d'assureurs, de mutuelles, de groupes de protection sociale, qui, quand vous regardez le livre blanc de l'assurance, met clairement noir sur blanc le fait que demain, même aujourd'hui et demain dans un espace-temps très court, ils vont devoir ils devront être des prestataires de services. Ils ne peuvent plus continuer à collecter une prime et la décaisser quand il y a un incident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients et nous-mêmes, on attend autre chose d'un assureur, d'une mutuelle, d'un GPS par exemple, et d'avoir une prestation de service globale. Alors est-ce que demain, ça sera intégré dans des contrats en prévoyance, en santé? Probablement. Il y a toute une réflexion dessus. Il y a des vrais sujets là-dessus. Et donc, l'aidant qu'on sera demain pourra bénéficier d'un dispositif parce que c'est intégré dans un contrat santé-prévoyance. Est-ce que Dôme le sera également? Je laisse Bruno répondre, mais la question du financement, elle est essentielle parce que c'est un véritable coût, en effet, de s'occuper et d'un proche fragile et d'un aidant pour la société. Effectivement. Du coup, le logiciel, c'est vous. Alors, on parle de portail, puisqu'on va vraiment mettre à disposition des informations qui sont en amont gérées par les logiciels, essentiellement des structures donc d'aide et de maintien à domicile. L'outil Dôme est également gratuit pour les aidants comme pour les bénéficiaires. Le but, c'est effectivement d'avoir des financements dans le cadre de la politique de l'autonomie. Donc, les financements sont par les structures d'aide. C'est elles qui s'abonnent à Dôme pour le compte de leurs bénéficiaires et qui le mettent à disposition sur l'ensemble des acteurs, donc les aidants, mais les autres professionnels aussi qui interviennent. Ça peut être une infirmière, un kiné, etc. Et donc ces financements en amont sont gérés soit dans le cadre de l'APA ou de l'assurance maladie. D'accord. Donc on est bien sur des financements, mais qui ne répondent pas pleinement à ce besoin d'accompagnement. Je vous parlais tout à l'heure de la dotation qualité qui a donné un financement, mais quand même qui est assez restrictif sur le temps que doit passer des structures d'aide pour faire de l'accompagnement. Il sera vraiment nécessaire dans les années à venir que ce financement permette encore plus de temps à passer auprès de ces bénéficiaires. Les professionnels de santé, justement, sont formés à ces outils?
Alors, les professionnels de santé sont, alors, en tout cas pour les acteurs de terrain, les intervenants à domicile, oui, puisqu'ils ont déjà des outils professionnels en lien avec la structure de planification. Ça, c'est récent. D'ailleurs, on a fait une émission là. Et donc là, Dôme est complètement encapsulé avec, D'accord. au sein d'ArchMC2, justement pour que pour l'intervenant à domicile, elle n'ait qu'un seul outil de mobilité qui lui donne accès au cahier de vie de Dôme, de pouvoir faire un repérage de fragilité. Ça va remonter automatiquement auprès de la gestionnaire de la structure qui va pouvoir ainsi vraiment mener un plan d'action, informer les dents quand c'est nécessaire d'une situation particulière. On est vraiment dans un écosystème où il faut être très liés les uns aux autres et cet outil numérique a vraiment cette vocation justement à faire ce lien et ne pas attendre que de devoir aller chercher l'information, mais au contraire qu'il y ait des notifications qui soient apportées quand c'est nécessaire. Donc ça bouge effectivement. Je parlais de mon espace santé, pour une fois qu'il y a un truc qui fonctionne bien, il faut en parler. Parce que là pour le coup il y a des gros financements de l'État dans le cadre du Ségur du numérique pour, rien de le dire. Voilà, pour lancer le... On peut imaginer que ce sera un jour implémenté. De toute façon ça me semble vraiment primordial, c'est l'objectif concernant Dôme, mais on est dans cette démarche d'être référencé comme une application, puisque Dôme est une application mobile, et donc cette application mobile puisse être directement disponible depuis mon espace de santé. On a donc déposé notre dossier de candidature, on a eu un avis favorable du service instructeur, on attend juste maintenant la confirmation officielle, et l'enjeu dans un second temps, ça va être d'alimenter justement certaines informations issues des structures dans mon espace de santé, dans le DMP, et justement pour qu'on fasse vraiment le lien avec le monde du sanitaire, donc la médecine de ville notamment, où il y a encore aujourd'hui beaucoup à faire pour que une communication efficace, une vraie collaboration, et que surtout les structures médico-sociales soient pleinement reconnues, aussi bien que justement les professionnels du sanitaire. Et là aussi, il y a encore un peu de travail. Effectivement. En tout cas, ça avance, ça c'est bien. Vous me parlez l'un et l'autre d'outils, de logiciels, forcément la question qui va venir, et nous on a déjà fait d'ailleurs une émission là-dessus, quid des données, la data, qui la garde, est-ce que c'est sécurisé? Rassurez-moi, oui. Alors oui, chez Prevencare, évidemment, on a d'abord un dispositif propriétaire. Donc notre logiciel est propriétaire, on l'a développé nous-mêmes. En France En France. On est 3 associés cofondateurs, 3 cofondateurs, et dont un qui s'occupe de toute la partie développement et IT. Et c'est lui qui a créé en effet l'outil sur lequel nos care managers travaillent. On est hébergé chez un hébergeur de données de santé en France. C'est un logiciel sécurisé, conforme RGPD, qui a été présenté à la CNIL. Et donc, naturellement, on ne rigole pas avec les données personnelles que nous transmettent les aidants que nous accompagnons au sujet très souvent de leurs proches fragiles. Voilà. C'est rassurant de toute façon. Ouais. J'imagine que Dôme... Oui, alors je ne vais pas répéter ce que vient de dire Guillaume. On respecte les mêmes règles qui sont de toute façon imposées, et c'est par l'ANS, et qui même renforcées ces éléments-là. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont de toute façon des données, au-delà de nos outils, qui restent à la propriété des aidants, des aidés. Ça veut dire que nous, on met à disposition d'outils, on enregistre effectivement des informations, on les sécurise. Pour autant, l'information appartient donc à chacune des personnes. Il y a un consentement individuel qui est demandé avant d'organiser le partage d'informations, y compris avec les professionnels. Ça veut dire que chaque personne peut s'y opposer et à tout moment de demander la restitution de ces informations. Donc on respecte scrupuleusement ces règles. On est même souvent à faire auprès de nos clients certaines consignes pour que ce soit vraiment dans leur process quelque chose de plus naturel, parce que c'est fondamental. Et pour partager de l'information, il faut avant tout qu'on soit évidemment en capacité de avant tout de les sécuriser. Évidemment. Et je compléterai en disant que en ce qui nous concerne, lorsque Prevencare échange avec un client qui est une entreprise, on a des entreprises de toute taille, mais quand vous répondez à un appel d'offres d'un groupe comme Sanofi que nous avons gagné, quand vous êtes face à du Biomérieux, Groupama Ganvi, Banque Lazare, le groupe BPCE qui sont nos clients, je vous garantis que le contrat, il y a un point sur lequel on est extrêmement challengé, c'est le RGPD. Ça, pour le coup, les échanges avec les services juridiques et les spécialistes sur le RGPD, sur le traitement des données, c'est quelque chose sur lequel les entreprises prennent le temps
de regarder si évidemment tout est bien logique. conforme, ce qui est parfaitement logique. Donc autant vous dire qu'on est rompu à l'exercice pour rassurer évidemment nos clients. Et puis si les aidants ont des difficultés à se dire que le numérique, c'est pas sécurisé, les professionnels de santé peuvent dire aussi c'est nettement plus sécurisé qu'un cahier papier où tout est noté et n'importe qui peut le lire. C'est exactement On est ce que d'accord, j'allais hein. vous dire, hein. Ça veut dire qu'on remplace certains outils, effectivement, et vous venez de le dire, papier, ou quand un cahier de vie, puisque c'est vraiment ce qui est mis en place auprès de chaque personne accompagnée. Ce cahier, il est déposé quelque part dans le logement. N'importe quelle personne qui rentre dans ce logement peut y avoir accès. C'est absolument pas sécurisé. Il peut disparaître. Voilà, l'avantage d'avoir un outil numérique, c'est qu'on garantit quelles sont les personnes qui sont autorisées à aller le consulter. Et donc, on apporte vraiment une sécurité très importante et bien plus importante que le cahier de vie papier, bien évidemment. Et j'imagine. L'un et l'autre, rapidement, Guillaume, l'entreprise idéale, l'aide idéale que pourrait apporter l'entreprise, ce serait quoi? S'il y a une aide idéale? L'aide idéale, je crois qu'un dispositif organisationnel comme le nôtre est pour moi évidemment essentiel dans l'entreprise pour accompagner le collaborateur qui fait face à un moment de sa vie à la fragilité d'un proche. Donc avoir un dispositif vraiment organisationnel et concret qui est, je précise, parfaitement complémentaire à des assistantes sociales qui sont déjà dans l'entreprise. Nous avons beaucoup de clients qui ont leur assistante sociale, mais dont la mission est aussi un petit peu différente et on travaille en complémentarité et en équipe. Il y a une approche justement pour un seul objectif, faire en sorte que l'aidant puisse gagner du temps, faire en sorte que sa charge mentale diminue et qu'il puisse, j'ose espérer, aborder la fragilité de son proche de manière la plus sereine possible, même si on sait que le chemin va être long, parce qu'on ne rajeunit pas, et parce que malheureusement, quand on est malade, ou qu'on est âgé, les années passent, et malheureusement, la fragilité peut s'accentuer. Donc, l'entreprise de rêve, c'est vraiment l'entreprise qui prend en considération et qui a pris à bras le corps le sujet de l'accompagnement des aidants à travers un certain nombre de dispositifs concret comme le mien, mais il y a des entreprises qui mettent en place des dons de jour, il y a des entreprises qui, lorsque elles mettent en place de la prévoyance, leur assureur met en place un certain nombre de dispositifs qui peuvent financer en partie un certain nombre de professionnels. Et donc il faut que les directions des ressources humaines dans l'entreprise, quelle que soit la taille, prennent le temps de mettre en place les dispositifs dans l'intérêt évidemment de l'entreprise. Elles vont en trouver un bénéfice et évidemment dans l'intérêt de ses collaborateurs dans un premier temps. Évidemment, au boulot les DRH. Bruno, pareil, est-ce que vous avez des exemples types, un exemple type sur le terrain? Je dirais que je sais pas répondre précisément sur une aide idéale. Par contre, ce qui me paraît aujourd'hui vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, Guillaume le disait, c'est d'avoir un partage d'informations qui soit beaucoup plus organisé et qui permette justement à un aidant de ne pas être obligé de répéter 10 fois, 15 fois les mêmes choses sans savoir toujours où s'adresser, même si vous apportez effectivement une aide. Mais il y a aujourd'hui un manque de partage d'informations entre les travailleurs sociaux, celui de l'entreprise, celui du conseil départemental, celui du CCAS, de l'hôpital, des structures d'aide qui sont souvent, elles aussi, au milieu. Et donc, on parle souvent de millefeuilles, mais on a plusieurs millefeuilles. On reste en France. Exactement. Et donc, voilà, je pense qu'en termes d'efficacité d'action, si on arrivait encore plus aujourd'hui à normaliser, il y a vraiment encore un gros travail. L'ANS l'a fait dans le cadre du Ségur du numérique, on n'en est qu'au début. Mais pour moi, l'enjeu vraiment majeur, enfin, un des enjeux, c'est vraiment d'avoir ce partage d'informations, cette normalisation. Aujourd'hui, Dôme, on est au sein d'ArchMC2, mais on est aussi en lien avec d'autres éditeurs qui sont quelquefois concurrents. Certains d'entre eux nous ferment aujourd'hui les portes. C'est dommage, on parlait bien tout à l'heure de la donnée. La donnée ne nous appartient pas. Nous, on est là justement pour la mettre à disposition quand c'est nécessaire, au profit des personnes accompagnées. Et ça, il y a encore vraiment un gros travail, mais je suis persuadé, là encore une fois, que le temps joue en notre faveur, parce que de toute façon, sans cette mutualisation, on n'y arrivera pas, au-delà de toutes les belles actions qui sont menées un peu partout. Des guerres de chapelle, il n'y en a eu pas. J'ajouterais une chose sur les dispositifs. On a parlé lors de la Journée nationale des aidants du congé proche aidant. Alors le congé proche aidant, aujourd'hui, il est valable 3 mois. Lorsque vous souhaitez accompagner, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais un proche fragile, il est indemnisé à peu près à 52 € par jour. Donc forcément, ce n'est pas suffisant. Même si c'est une bonne idée, il est peu utilisé. Il est peu utilisé parce que justement l'indemnité est trop faible. Et puis,
moi, je touche vraiment cette réalité du doigt. C'est très concret. Les aidants nous disent j'ai pas spécialement envie d'arrêter de travailler. Alors, ça peut servir à certaines personnes à un moment pour accompagner, même s'il y a d'autres dispositifs pour accompagner quelqu'un en fin de vie, mais là, il y a d'autres dispositifs. Néanmoins, je peux l'utiliser à un certain moment, mais je veux continuer à travailler parce que il y a quand même une question économique. Voilà. Deuxièmement, c'est aussi du lien social. Oui. La possibilité de continuer à travailler, d'être dans mon entreprise, de penser aussi un petit peu à autre chose, ça fait aussi du bien. Et donc, c'est très important et les aidants nous le disent. On peut le prendre à un moment donné, mais le fait de s'arrêter complètement, pour beaucoup d'entre eux, c'est pas forcément. C'est une cassure. En fait. C'est une cassure, c'est pas forcément ce qu'ils attendent. Je dis pas que c'est inutile, bien au contraire, mais on peut comprendre pourquoi ce n'est pas utilisé, parce que le lien social, l'échange, le partage fait que ça fait du bien, je respire. Et puis il faut pas oublier non plus qu'un aidant, il a besoin de répit. Quand même, un bon aidant, c'est quelqu'un qui d'abord aussi pense à lui. Vous l'avez rappelé, sur le nombre de décès, c'est terrible, d'aidants qui partent avant leurs proches fragiles. Et donc, le répit, ne pas oublier sa santé, et puis s'appuyer sur des dispositifs qui existent. À nous de les faire connaître, à nous de les pousser, à nous de les mettre en avant pour que justement l'aidant puisse se les approprier et puisse justement aussi un petit peu penser à lui. Et c'est pas parce qu'il pense à lui qu'il oublie de penser à son proche fragile. Oui, exact. Oui, il y a toujours ce côté, si je pense à moi, je m'en veux. Et c'est terrible. Il y a des professionnels qui sont là pour. Oui, c'est ça. Et justement, c'est le rôle ensuite des professionnels sur le terrain, ensuite de leur expliquer la vie. Petite question pour terminer, pour faire le lien avec d'autres émissions qu'on a pu faire avec vous. Quid des GAFA demain ? Est-ce que les GAFA vont s'emparer de ce sujet, parce qu'on ne les a pas encore vus sur les aidants, mais comme vous parliez de logiciels, de chapelles, nous on ne veut pas, on vous ferme la porte, etc. Eux, ils vont arriver avec leurs gros sabots, et tout va être dans l'iPhone et dans la montre. Hein. Alors, je vais laisser Guillaume répondre sur le côté care management. Sur le côté outils métier, je pense qu'on est vraiment sur des dispositifs très spécifiques avec un nombre de clients évidemment limité sur le nombre d'acteurs. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas sur ces outils vraiment en lien avec les structures que l'on va retrouver les GAFA maintenant sur les services d'accompagnement. Ouais, enfin moi je suis Apple, je vois 15 millions de personnes, je me dis tiens, ça m'intéresse. Oui. Ah mais ça les intéresse, ça je pense qu'ils n'ont pas attendu cette émission pour se poser la question effectivement. Alors ça les intéresse, il y en a encore de plus en plus. La seule chose c'est que le digital, nous on a une part de digital chez Prevencare mais qui est au service de l'aidant. Le cœur du réacteur, c'est le care manager, la relation humaine. Ce qui crée une relation de confiance, et c'est ça qui crée de l'impact. La réponse digitale, 100% digitale, n'est pas la réponse à tout dans notre société, pour tout et n'importe quoi. On l'utilise tous au quotidien pour réserver des billets de train, des billets d'avion, se faire livrer. Ok, très bien, il y a plein de choses, et c'est bien utile, et ça a fait avancer en effet un certain nombre de services, et c'est très bien. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément convaincu que le 100% digital est la réponse lorsque on fait face à la fragilité d'une approche. Nous, on le sent, le besoin d'échange, le besoin de partager avec un être humain est essentiel pour avoir la charge mentale qui diminue. Vous avez des situations familiales qui sont dramatiques. J'ai cru, et pourtant ça fait 20 ans que je suis dans le métier, avoir tout vu. Je découvre encore des situations bien compliquées dans les fratries, dans la manière de voir la mise en place d'un dispositif, les personnes qui portent tout à bout de bras, le fait d'échanger, de partager, qui ont besoin de soutien psychologique. La réponse ne peut pas être uniquement 100% digitale et numérique pour tout. Ça peut apporter des réponses pour certaines questions. Moi, je pense que dans le care management, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le digital et qu'il ne faut pas muscler cette partie-là pour encore faire gagner du temps sur bien des parcours. Mais le care manager, à mes yeux, a son rôle à jouer. Il y a quand même Amazon Care aux États-Unis qui a démarré, où ils font venir, là c'est pas du numérique, ils font venir des médecins, ils font venir des infirmières, ils viennent se substituer à certains professionnels. Ils sont déjà présents. Après, je le vois par exemple dans les objets connectés, je veux dire qu'on est très content d'utiliser certains outils parce que les objets connectés au domicile correspondent vraiment à un vrai besoin justement de prévention des chutes, d'avoir des alertes, et nous on récupère dans l'outil Dome ces alertes qu'on met ensuite
est à disposition des coordinateurs ou des acteurs de terrain. Donc les GAFA sont présents, mais là on est plus sur des outils effectivement digitaux qui ont toute leur place, et je pense que c'est peut-être plutôt que de les opposer, de voir comment ces acteurs, et on a besoin d'eux aussi pour répondre pleinement aux enjeux du secteur. Ce serait une autre émission en tout cas. Merci beaucoup Guillaume Bruno, vous êtes formidable. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir évidemment, et toujours une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien, au domicile. Salut.